Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la communication et les interactions avec les gens, les interactions personnelles, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, est devenu un pôle hyper essentiel dans ma vie et pourquoi j'ai tellement envie de t'aider à pouvoir quelque part acquérir les connaissances que j'ai acquises pour pouvoir te sentir plus à l'aise par rapport à ta propre communication et les interactions que tu as avec les personnes tout autour de toi. Bonjour et exceptionnellement, bonne année. Nous sommes en début 2024, donc tu sauras quand cette vidéo a été tournée. Et je me présente, je m'appelle Sophie Stevens Lemaigre. Si jamais tu n'as pas encore vu de vidéo de ma part, tu viens de comprendre que la communication et les interactions avec les personnes autour de toi sont les deux pôles qui m'intéressent le plus et pour lesquels j'essaie de mettre à ta disposition non seulement des vidéos hebdomadaires, mais aussi des outils que tu peux retrouver sur le site internet oserpartager.net, ainsi que des formations et des coachings. Et bientôt, je vais reprendre les ateliers, les workshops online et physiquement à un certain moment aussi pour nous permettre de pouvoir échanger sur des sujets clés qui provoquent beaucoup de réactions par rapport aux vidéos que j'ai déjà publiées depuis presque totalement 3 ans, puisque j'arrive à, je pense, en 3 semaines, 3 ans de publication hebdomadaire. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire une vidéo comme j'avais planifié de le faire, mais de répondre à la question de quelqu'un qui a laissé un commentaire en dessous d'une des vidéos, parce que finalement, je me rends compte que je parle de communication, mais que je ne t'ai peut-être pas expliqué pourquoi ce sujet est tellement important pour moi. Sous la vidéo et le commentaire que cette personne faisait, elle parlait d'une vidéo où j'avais parlé de mon mari. Et elle se posait la question de savoir si c'était par rapport à lui que je me suis lancée dans cet approfondissement de la communication. Et en fait, non. Pas du tout, ce n'est pas par rapport à lui, mais lui, quelque part, et les situations que je vis avec lui sont aussi des moyens de nourrir ma constante volonté d'apprendre et de pouvoir approfondir ce que je ne maîtrise pas encore. Alors, comment est-ce que ça a commencé? Eh bien, de façon peut-être un peu surprenante, la première fois que j'ai pensé à ça, c'est il y a 34 ans, lorsque j'étais enceinte de ma première fille. Un jour, je ne sais pas te dire quand ni pourquoi, je sais que j'ai pensé à ceci. J'ai dit, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons, je veux maintenir la communication ouverte à tout prix. À ce moment-là, c'était clair que j'imaginais ma fille ayant grandi, étant adolescente, étant en crise d'adolescence, et je sais les révoltes, les rejets que cela peut éventuellement engendrer, et dans ma tête, ça signifiait « je ne veux pas que la communication se casse ». Il m'a fallu longtemps pour comprendre d'où venait ce besoin. Alors je vais te l'expliquer en te résumant la situation parce que je ne peux pas te raconter toute ma vie, sinon ce serait une très très longue vidéo. Et en gros, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est ceci. À l'âge de 20 ans, je n'avais aucune confiance en moi. Je me considérais comme étant stupide parce que j'avais entendu ça répéter pendant les 10-12 années précédentes. Et j'avais fini par m'en convaincre. Et puis, j'avais un défaut qui était quelque chose qui dérangeait beaucoup de gens, c'est que j'étais volubile. C'est-à-dire, j'avais besoin constamment, lorsque j'étais avec des personnes, de participer à la conversation, de parler, de donner mon avis, de ne pas être exclu de la conversation. Est-ce que c'est pour ça que j'apportais quelque chose d'utile? Pas nécessairement. Et lorsque je racontais quelque chose, ça m'arrive d'ailleurs encore parfois, mais je le maîtrise mieux aujourd'hui, je donnais beaucoup de détails éventuellement totalement inutiles. Et les gens se lassaient de devoir m'écouter. Puis, j'ai commencé à travailler. Je me suis rendu compte, parce que dans les différents jobs que j'ai eus, je travaillais à l'étranger, donc je travaillais comme intérimaire, je n'avais pas un boulot fixe, j'avais pas postulé dans un job bien précis. Je me suis rendu compte en fait que j'avais un esprit très logique, extrêmement rationnel, très organisé, et j'ai compris en fait que peut-être que je n'étais pas si stupide que ça. À 45 ans, alors que j'étais en thérapie, la thérapeute en plein milieu d'une phrase m'a arrêtée et m'a demandé de répéter la phrase suivante. Je suis très intelligente. Et je n'en ai pas été capable. Et donc tu vois que j'ai commencé quand j'étais 20 ans plus jeune et 20 ans plus tard, j'avais probablement
fortement progressé, mais je n'y étais pas encore arrivée. Il m'aura encore fallu de vivre certaines expériences professionnelles, d'être à la tête d'une association de jeunes, de 23 000 jeunes, pour pouvoir vraiment me rendre compte que je suis très intelligente. J'ai énormément de qualités et je suis capable de faire beaucoup de choses. Pourquoi la communication ? En fait, c'est très simple. Malheureusement, à l'âge de 6 ans et demi, j'ai perdu mon père. Mon père représentait la figure d'autorité dans la famille, parce que lorsque nous faisions des bêtises, ma mère me disait toujours « Attends que ton père rentre ». Mais mon père ne nous grondait pas. Ce qu'il faisait avec moi, en tout cas, qui était l'aîné de la famille, c'est de m'asseoir sur le bras du fauteuil, de me demander de lui raconter les bêtises qu'on avait faites, moi et mon frère souvent, et puis de me parler avec beaucoup de bon sens pour m'expliquer ce que j'avais fait qui n'était pas correct et pourquoi je ne devais pas recommencer. Me responsabiliser. Mais je ne me suis jamais sentie menacée par lui. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir quelqu'un qui allait être en colère, qui allait être autoritaire et qui allait me rabaisser. Et puis mon père est décédé. Et malheureusement, je suis rentrée dans une relation avec ma mère survivante qui a été impossible presque. Elle a énormément souffert de la mort de son mari. Elle était jeune, elle était mère de 3 enfants en bas âge, et pour elle, c'était le désespoir complet. J'étais l'aînée de la famille, et il est fort probable que parce que j'étais dans cette position, ce qui était attendu de moi était plus exigeant, comme pour beaucoup de premiers de famille. On attend des premiers qu'ils soient ceux qui montrent l'exemple, même en tant qu'enfant. Or, un enfant reste un enfant, de quelque âge que ce soit, qu'il soit le premier de la famille ou le dernier, c'est pas pour ça qu'il est dans une position où il doit montrer l'exemple. Mais c'est une tradition familiale et je sais que toi qui es aussi l'aîné d'une ribambelle d'enfants qui suivent, tu vas éprouver exactement la même sensation quand je te dis je suis l'aîné et j'ai des obligations qui me pèsent dessus. Et j'ai grandi en étant considérée comme la plus idiote de la famille. Par exemple, mon frère a été envoyé dans un collège, dans la ville où nous habitions, le meilleur collège de la ville. Il n'était pas concevable que j'y aille parce que je n'étais pas assez intelligente. Ma sœur, très vite, a suivi. Elle est très intelligente, comme moi d'ailleurs. Elle a juste d'autres intelligences que les miennes. Je ne suis pas plus stupide qu'eux. Le problème, c'est que j'ai été traitée de la sorte. Et en fait, malheureusement pour moi, je pense que ma mère imaginait que je devienne une femme d'un certain type. Elle voulait me faire rentrer dans un moule qui correspondait à son idéal féminin, à son idéal de femme. Et je ne corresponds absolument pas à cela. J'ai essayé pendant toute mon adolescence et ma jeune vie d'adulte, puisqu'elle est décédée quand j'avais 38 ans, de correspondre à ce que je voulais être et de pouvoir le lui faire comprendre. Et nous n'avons jamais été capables de communiquer. Et quand je dis nous n'avons jamais été capables de communiquer, ça veut dire qu'à aucun moment nous n'avons pu avoir une discussion où j'ai pu exprimer la personne que je suis, exprimer les besoins que j'avais, exprimer les importances des choix que je faisais, sans que pour autant tout ne revienne à elle. Il n'y avait pas de communication possible, parce qu'elle n'était pas en capacité de m'écouter dans ma réalité, de me reconnaître pour la personne que j'étais. Elle me voyait pour la personne qu'elle voulait que je devienne. Et je pense que tout est parti de cela. Tout est parti de ce fait que, alors que je grandissais, que j'étais constamment bourrée de complexes puisque j'étais l'idiote de la famille, j'étais celle qui ne réussissait pas, je ne pouvais pas aller dans les mêmes collèges que mes frères et sœurs, j'étais traitée différemment. Il faut pouvoir se rendre compte que la perception que les gens ont est parfois bien erronée. Et voilà pourquoi, quelque part, dans toute cette situation erronée de la perception que les gens ont eue de moi, parce qu'ils ne m'ont jamais demandé ce que je pensais, ou ils ne m'ont jamais reconnu comme étant capable de pouvoir l'exprimer, eh bien, j'ai finalement mesuré l'importance de la communication dans ses travers et ses insultes, mais aussi dans tout ce qu'elle peut apporter de positif. Et c'est pour ça que dès que mes enfants sont nés, dans les années qui ont suivi la naissance de ma première fille, j'ai fini par aller suivre un cours de pédagogie. Comme je l'explique dans le livre Oser partager sur la communication, le premier livre que j'ai déjà publié, en fait, en allant à ce cours de pédagogie, j'ai appris les méthodes de Thomas Gordon, dont une clé essentielle qui est l'écoute active.
J'ai tout de suite pratiqué l'écoute active dans le cadre professionnel parce que je trouvais très facile de pouvoir l'appliquer à ce moment-là. Je n'avais aucun problème de pouvoir rester taiseuse et d'écouter ce que mes collègues avaient à me dire. Et j'ai aussi appris à me taire, à ne plus être cette personne volubile qui dérangeait tout le monde. J'ai appris à entendre les gens, pas pour préparer une réponse, mais les écouter pour les entendre, sans nécessairement avoir à répondre quelque chose, faire un commentaire. J'ai compris au fur et à mesure que l'écoute active, c'est une écoute qui doit se faire pour aider l'autre, pas pour s'aider soi, et que la communication ne peut vraiment être pertinente, efficace, et aboutir quelque part à un vrai dialogue que lorsque les deux personnes ou les personnes présentes sont en capacité d'entendre l'autre, pas juste de l'écouter, mais de l'entendre, sans nécessairement chercher à formuler de réponse, même si on crée des échanges et en sachant apprendre à écouter l'autre dans sa réalité. Parce que nous avons tous tendance à juger ou à croire comprendre et nous concluons de ce que nous comprenons ou de ce que nous croyons avoir compris et nous agissons en conséquence, nous réagissons en conséquence. Lorsque nous nous trompons dans la perception que nous avons d'une personne, nous pouvons mal interpréter certaines situations ou interpréter sans demander si c'est exact. Et c'est pour ça que je trouve tellement essentiel de prendre conscience que pour la plupart d'entre nous, si la communication est un outil que nous utilisons tous les jours, ça n'est pas pour ça que nous l'utilisons correctement. Alors je suis critique, certes, mais cela fait, et tu viens de le comprendre en écoutant cette vidéo, plus de 30 ans que je questionne mes habitudes, que je questionne mes fonctionnements, que je questionne l'éducation que j'ai reçue et que j'essaye de construire un environnement où chaque personne que je côtoie peut s'adresser à moi en sachant qu'elle aura une oreille attentive, quelqu'un qui saura rester dans la retenue quand elle n'a pas besoin qu'on fasse de commentaires ou que l'on donne des conseils, et qui saura simplement être là pour écouter, pour comprendre, pour apprendre. Et mon plus grand cadeau, c'est quand les personnes osent se confier à moi, y compris mes 2 filles, c'est très important pour moi, qu'elles savent qu'elles peuvent s'exprimer honnêtement, sans que je ne juge et que je reste une personne de référence, de confiance, vers qui elles puissent se tourner, parce qu'elles savent que quelles que soient les difficultés qu'elles rencontrent, je suis simplement là pour les entendre, pour essayer de les comprendre, je peux me tromper aussi, ça m'arrive toujours, et de les soutenir, autant qu'elles en ont besoin. Donc voilà, tu as maintenant une meilleure idée de la raison pour laquelle la communication est devenue essentielle pour moi. Je pourrais t'expliquer en long et en large des tas de situations où la communication négative peut avoir eu un impact très très lourd à mon égard. Et je te mettrai simplement les liens sur une vidéo très importante qui s'appelle l'effet Pygmalion et à son opposé l'effet Golem, qui est aussi une vidéo que j'ai trouvée importante à transmettre parce que le jour où je l'ai entendue, ce que j'avais vécu de cette communication négative a pris tout son sens. Et donc, en plus de cette petite vidéo que je te transmets aujourd'hui pour t'expliquer ce que je suis, pourquoi ça me passionne et ce qui a motivé ma curiosité, je t'invite à aller voir la vidéo suivante sur l'effet Pygmalion pour comprendre l'importance des mots que tu utilises et l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur les autres afin de faire attention à ce que tu choisis de dire, surtout si tu cherches à rester positif. J'espère que tu comprends un peu plus aujourd'hui et que ça t'inspire un tout petit peu plus aussi. Et de toute façon, à la semaine prochaine. Salut!